cérémonie de lancement officiel ce jour du projet d'appui à l'Assemblée nationale du Bénin pour la promotion de la gouvernance participative et des droits de l'homme, prévu pour une durée de 2 ans. C'est un projet de 450 000 € qui a reçu le soutien de l'Union européenne et de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipatrite. Les enseignants étaient ce matin en assemblée générale à l'école Océbienne de Parakou, un rassemblement qui a eu pour objectif de s'informer et de décider des conduites à tenir face à la situation qui les oppose au gouvernement. Et puis le président de la République, Patrice Talon, a accordé ce dimanche un entretien à TV5 Monde, Radio France Internationale et Le Monde Afrique. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés. Quelques citoyens ont apprécié les propos du chef de l'État. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Énième Assemblée générale des enseignants en service dans le département du Borgou, une AG qui intervient après la rencontre entre le Front et les autorités en charge de l'éducation. À l'issue de la rencontre, les participants estiment qu'il n'y a pas d'avancée notable. Hippolyte Agossou et Félix Lamandoucelo pour le point. Est-ce que vous n'avez pas vu qu'ils ont failli sauter sur nous et même avant de rentrer dans la salle, puisqu'ils avaient déjà des soupçons. Ils croyaient qu'on était venu pour lever la motion. Mais dès qu'on est rentré, on a été obligé de leur dire qu'on n'était pas venu pour lever la motion. Sinon, peut-être qu'on serait déjà en petits morceaux. Non, ils ne sont pas venus lever la motion. Précision oblige pour assurer leur vis-à-vis. S'en est suivi le compte-rendu de la rencontre entre les responsables du Front et les ministres en charge de l'éducation. C'est aussi une assemblée générale qui a servi à analyser de fond en comble le relevé de cette rencontre. À l'issue des analyses, le relevé à eux envoyé ne répète que la plateforme qui était au cœur des mouvements. Et je pense que ce n'est pas des engagements, non. Ce que nous avons vu, ce ne sont pas des engagements. Ils ont seulement fait... qu'est-ce que je vais dire? Ils ont réitéré au ministre nos desiderata et ont demandé, c'est eux-mêmes qui ont fixé encore des dates de faisabilité pour dire au ministre, nous on ira dire à nos militants que vous avez accepté à telle date faire ceci. Le silence des membres du gouvernement et du chef de l'État révolte les enseignants. Ces derniers font même des analyses au-delà de la grève et mettent en point de mire le système éducatif béninois qui, pour le chef de l'État, ne donne pas des cadres dignes du nom pour la gestion de nos sociétés. Et pour des gens qui parlent de compétences, qu'on n'a pas les compétences au Bénin et ils vont les chercher ailleurs. Mais l'école ne peut pas être comme ça et on aura les compétences qu'ils veulent. Il vaut mieux qu'ils sauvent l'école pour que les compétences arrivent, pour que les Béninois prennent en charge leurs affaires, que des étrangers viennent prendre en charge. Parce que si ça va continuer comme ça, si l'école sera toujours comme ça, c'est comme ça on ira inviter des gens qui ont arrangé leur école et leur école donne de bonnes choses. Ils viendront encore ici nous commander. Ce serait une autre forme de colonisation. Pas de satisfaction, donc pas de reprise et le mouvement se poursuit. Le compte rendu, moi ça ne m'a pas du tout rassuré. Ça ne m'a pas du tout rassuré. Puisque nous avons à tout moment eu ces protocoles d'accord qui n'aboutissent pas. Et ce qui m'a un peu frustré est que nous allons accepter ce protocole d'accord peut-être et les années prochaines, nous allons reprendre avec les mêmes mouvements qui n'arrangent ni les enseignants, surtout les apprenants. Nous, enseignants, nous voulons que l'école soit redorée de ses lettres de noblesse. Et dans ce sens, nous disons aux autorités de prendre la mesure de la chose. Elles savent, elles connaissent tous les problèmes qui minent l'école béninoise. Elles n'ont qu'à appeler les responsables à la négociation. Les négociations sont suspendues depuis plus d'1 mois. Et c'est nous avons encore la bonne foi de demander que le gouvernement convoque ces assises-là. Les enseignants vacataires du Borgou étaient eux aussi en assemblée générale ce lundi au CGU Bermaga de Parakou. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, faire le bilan des grèves et décider de la poursuite au nom des 10 mouvements. Samson Cabral-Adin, Pierre Aguakoy.
Ils se sont donné rendez-vous ce lundi matin au collège d'enseignement général 1 de Parakou. Les enseignants vacataires du Borgou en assemblée générale pour faire le bilan des mouvements de grève et décider de la conduite à tenir pour la suite. Après 2 heures d'horloge de discussion parfois houleuses, le bureau décide. Nous avons retenu de façon unanime sur la recommandation de la base de poursuivre le mouvement. Mais cette décision n'est pas du goût de certains enseignants présents à la rencontre. Pour eux, elle n'émane pas de la base, mais plutôt du bureau départemental. Et il y a donc beaucoup qui ne sont pas d'avis avec cette décision. Mais comme c'est le bureau qui a décidé, je pense que ceux qui veulent suivre et cette motion vont la suivre. Et ceux qui ne veulent pas suivre vont faire leur cours simplement. Je peux vous rassurer, dire que c'est vraiment une déception. Moi, je ne pensais pas que nos responsables allaient venir nous imposer leur point de vue. Nous avons commencé une grève et à chaque fois, les lundis, quand nous allons au MAR, on vient nous dire que non, que c'est la base qui décide que la grève soit reconduite. Mais je comprends que quand ils viennent, c'est eux qui décident à la place de la base. Aujourd'hui, j'ai eu cette chance-là de prendre part à cette rencontre, mais je vous assure que c'est une déception. En revanche, ces enseignants n'entendent plus poursuivre la grève. Alors moi, je suis allé en grève pour nous permettre encore des remerciements de vacation. Et une fois que j'ai été payé, je crois que je dois reprendre les cours. Nous sommes honoraires, nous sommes payés sur la base de ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas dire que à cause d'une revendication, qu'on accepte fermer les collèges. Nous avons accepté le recrutement avec un taux de 1500 francs. Donc si au cours de l'exécution de ce contrat, on se rend compte que les 1500, vu le coût d'achat sur le marché, ça ne suffit plus pour joindre les deux bouts. Je pense que la logique voudrait que nous ne continuions pas à aller à l'école, mais en négociant pour que l'année prochaine, le taux soit revu à la hausse. Si ça ne tenait qu'à moi, nous reprenons les cours. Tout comme ces enseignants, ceux de Tchaourou, Sinande, Perere et Parakou ont décidé de reprendre le chemin de l'école jeudi prochain, au dire de leurs représentants syndicaux présents ou représentés à la rencontre. C'est dire donc que le syndicat des enseignants vacataires du Borgou perd des plumes et son premier responsable s'en désole. La lutte ne se fait pas section par section. Quand vous appartenez à une corporation, vous menez la lutte ensemble. Ici, c'est vrai que le camarade de Tchaourou a estimé que les camarades de la commune avaient estimé reprendre les cours. Néanmoins, cette décision a été prise selon les camarades qui étaient présents à cette rencontre. Les défections enregistrées dans le rang des enseignants honoraires en grève dans le Borgou sont certes énormes, mais ces défections suffiront-elles pour redonner vie à l'école béninoise après ces congés de Pâques? Wait and see, l'avenir nous donnera raison. Parlons maintenant religion. Les fidèles des 4 nord de l'église Union Renaissance d'Homme en Christ étaient rassemblés vendredi 20 avril 2018 autour de leur pasteur pour rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles. Après louanges et prières, le bilan des réalisations sous la direction du premier responsable a été fait, un bilan satisfaisant qui lui a valu une voiture en récompense. Suivez le compte rendu. Donner la gloire à leur Seigneur, c'est la raison principale de cette croisade des fidèles de l'église Union Renaissance d'Hommes en Christ des 4 Nord. Ces hommes, femmes et enfants se sont réunis autour de leur pasteur pour célébrer la 5e édition de la Pâque sur le site régional des 4 Nord et Sud. Un site qui, depuis sa création, ne cesse de se métamorphoser. Au début, le rôle aujourd'hui en tôle était couvert de bâches pour la première année. Les premières années, les souffrances, on en avait eu. Le manque d'eau en était également une. Pour solutionner tous ces problèmes énumérés ci-dessus, loin de Dieu des 4 Nord, de concert avec le comité suprême, des réalisations ont été amorcées et réalisées. Nous pouvons noter le podium sur lequel se trouvent actuellement nos pères spirituels que voici était en matériaux précaires. Mais aujourd'hui, comme vous le constatez, est dallé et même le rôle qui abrite les fidèles est tôlé. En lieu et place du groupe électrogène et des moulins diesel qui étaient utilisés aujourd'hui sont remplacés par un transformateur de valeur de 16 millions financé par le Conseil suprême.
Des logements ont été construits, des latrines et des douches sanitaires sont érigées, une infirmerie équipée est déjà fonctionnelle pour les soins préliminaires des fidèles souffrants. À travers louanges et prières, ils ont rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits. Plus spécialement, le premier devancier de cette communauté se veut plus reconnaissant. Ce jour, c'est un jour solennel. Un jour qu'on ne peut pas oublier, compte tenu de ce que le Seigneur m'a fait. J'ai été malade, j'ai fait des accidents. Le Seigneur m'a sauvé. Et pour ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, hier ce n'était pas ça. Il a fallu mon arrivée pour que le Seigneur m'utilise. Le fruit, c'est ça que vous voyez aujourd'hui. Il a saisi l'occasion de ce jour de réjouissance pour offrir un don à l'Église. C'est un don pour l'Église. Parce que nous avons des étrangers, surtout des dirigeants qui viennent de Cotonou. Bon, il faut qu'ils soient à l'aise. C'est pourquoi il a de bon temps pour nous. Et nous offrons à l'Église de quoi les faire asseoir. Les fidèles de l'Église Une Renaissance d'Hommes en Christ, présents à cette festivité, ont tenu à accompagner ce geste de leur papa par des emballages financiers et des feuilles de tôle. En reconnaissance à ces œuvres de bâtisseurs, une voiture 4x4 a été gracieusement offerte au pasteur Basile Medjogbe afin de lui faciliter le déplacement dans l'accomplissement de sa mission. Voyant ce que, par la grâce du Seigneur, notre cher éminent pasteur est en train de faire pour l'émancipation du Nord, nous n'avons rien à lui faire sauf à le récompenser. C'est offert pour que notre cher papa ait compassion une fois encore pour nous, ses fidèles. Une voiture parce que le ministère que Christ même nous a recommandé, c'est que aller partout dans le monde propager sa bonne nouvelle. Et pour une fois encore, pour édifier cette propagande, nous avons permis une voiture pour que les déplacements soient encore plus accessibles à notre cher papa éminent pasteur. Ce que vous n'espérez pas que vous avez vu, ça donne de l'émotion. C'est le fruit des tracasseries, des peines que je me suis donné pour l'œuvre du Seigneur dans les 4 mois. Fini les festivités, les fidèles renaissants se sont donné rendez-vous l'année prochaine pour la 6e édition de leur croisade annuelle. Il faut noter qu'avant ce jour de réjouissance, les participants ont vécu 5 jours d'intenses prières pour amorcer la Semaine Sainte. 5 jours pendant lesquels ils ont abandonné leur confort habituel pour se retrouver sur des nattes au sol. Quelques-uns nous disent ici comment ils ont vécu cette aventure. Écoutons-les. Vraiment, la vie en communauté est très intéressante. Nous sommes venus avec des tentes, des nattes, les véhicules sont un peu partout par là. Et ils sont venus des 4 Nord, des gens sont venus du Niger. Juste pour la séance. Et c'est juste cette 5e occasion-là, notre pasteur des 4 Nord a bien voulu remercier l'Éternel des armées pour tout ce que Dieu a fait pour lui pendant tout son séjour dans le Nord. On est ici depuis le lundi. On est en train de prier à Dieu, que Dieu nous pardonne de notre péché et tout ce que chacun a semé comme mal, que Dieu nous pardonne. Chaque matin, on fait la prière. Et à 14h, on fait la prière. En tout cas, 3 fois par jour, on fait la prière. Vraiment, ce n'est pas difficile pour nous les croyants. Nous les croyants, nous sommes fiers de quitter quand nous sommes venus comme ça. Là. On n'a même pas, même si on n'a rien là, le fait qu'on se déplace pour venir là, nous sommes contents. On ne se rappelle même pas qu'on n'a rien. On ne se rappelle même pas qu'on a laissé quoi que ce soit. Nous sommes fiers quand nous sommes venus, on se retrouve comme ça là. Nous sommes tellement contents. Parce que quand on vient là, on reçoit la parole en bon danois. Et la parole là, la parole nous dit beaucoup de choses. Les pasteurs, nos dirigeants nous disent beaucoup de choses. Et nous sommes on ne regrette pas. C'est par la grâce de Dieu. J'ai tout confié à Dieu, à l'Éternel des armées, de garder aussi ma famille pour que j'aille revenir en paix. Et que, comme il est écrit dans le livre de Psaume, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Pour cela, je me suis déplacé, venu rester avec mes frères pour pouvoir obtenir cette grande bénédiction. Et pour cela, je suis là. Direction notre antenne de Cotonou à présent où nous attend déjà Priscille et Medda Kpogweme pour la suite de ce journal. Bonsoir Priscille, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce 26 Info. Vous êtes en direct.
Merci à vous Inès Tansou. Plaisir partagé aussi, madame, monsieur, bonsoir. Heureuse aussi de vous retrouver. Lancement officiel ce lundi du projet d'appui à l'Assemblée nationale du Bénin pour la promotion de la gouvernance participative et des droits de l'homme. C'est un projet qui reçoit le soutien de l'Union européenne et de l'Institut néerlandais pour la défense de la démocratie multipartite. Il vaut 450 000 € et va durer 2 ans. Cette cérémonie a été lancée à la salle polyvalente de l'Assemblée nationale et a été présidée par le premier vice-président de l'institution parlementaire. Un reportage signé Peko Mamer Aladayer, Lazare Mouza. Pays démocratique, pays de respect des droits humains, le Bénin séduit par ses efforts en matière de gouvernance participative. Mais ces auréoles ne doivent pas cacher les difficultés vécues par les couches les plus vulnérables de la population qui peinent encore à faire valoir leur droit d'accès aux services publics de base. Raison pour laquelle l'Union européenne continue d'intensifier ses actions en matière de droits de l'homme au Bénin. L'importance du Parlement dans la dynamique démocratique n'est plus à démontrer. Et c'est à juste titre que cette structure vient une fois encore, avec 450 000 € financés pour 2 ans, un projet d'appui à l'Assemblée nationale pour la promotion de la gouvernance participative et des droits de l'homme. Ces projets s'insèrent dans un cadre de revitalisation du débat sur les questions des droits de l'homme. Le Bénin vient de passer son 3e examen périodique universel auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui a donné lieu à la formulation de 198 recommandations, dont 191 ont été retenues par les autorités nationales. Les recommandations portent sur une panoplie de sujets et leur réalisation nécessite d'un mécanisme de suivi dans lequel l'Assemblée doit pouvoir trouver une place appropriée. Le projet s'articule autour de 3 éléments clés. À travers une communication, ils ont été présentés à l'assistance par Josiane Fondoou. Ce sont la mise en place d'une stratégie de communication efficace, l'intensification des activités de suivi menées par l'Assemblée nationale et l'amélioration de l'action parlementaire. Toutes choses qui s'inscrivent dans le plan stratégique de développement et de modernisation de l'Assemblée nationale. Vous conviendrez avec moi que le présent projet cadre parfaitement avec l'axe stratégique numéro 9 du PSDMA intitulé « Promotion du genre et des droits humains au regard des valeurs éthiques et morales de la culture béninoise et universelle ». C'est donc un sentiment de satisfaction qui m'anime ce jour, celle de constater qu'à l'image de notre Parlement, l'Union européenne porte également un grand intérêt à la défense et à la promotion des droits de l'homme dans notre pays. C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a procédé au lancement officiel du projet en lieu et place du président de l'institution parlementaire. L'honorable Éric Oundété a salué un projet très ambitieux et souhaité qu'il soit couronné de succès. En votre nom à tous, chers collègues, et à mon nom personnel naturellement, ainsi qu'au nom du président de l'Assemblée nationale, je voudrais m'engager avec l'Union européenne pour l'atteinte des objectifs de ce programme. Je voudrais en outre formuler avec vous le vœu qu'aucun défi ne soit trop grand, qu'aucun effort n'apparaisse trop ardu pour faire de ce programme un succès sans précédent et surtout pour le pérenniser. Prévu pour courir de mars 2018 à mars 2020, ce projet est une véritable bouffée d'oxygène pour les actions en faveur de la promotion des droits de l'homme au Bénin. Vous avez été nombreux à suivre hier ce qui était annoncé pour être un grand moment de télévision. Un entretien du président de la République, Patrice Talon, sur TV5 Monde, Radio France Internationale et Monde Afrique. Plusieurs questions ont été abordées. Entre autres, le président de la République est revenu sur l'épisode du retrait du droit de grève à certaines catégories de fonctionnaires. Quelques Cotonois nous disent ce qu'ils en pensent au micro d'Emmanuel Odilon Koukoubou et de Chabel Kiki. Bon, je n'ai pas la chance de le suivre, mais ce matin, j'ai rencontré des amis qui parlent de ces propos et on en a analysé un peu. Sur le retrait des droits de grève et des hommes de la santé et des hommes de la justice, je pense bien que le président a bel et bien raison. Parce que c'est 2 secteurs qui sont très primordiaux en fait. Le président l'a bel et bien dit, il a été clair, il dit, lui par exemple, quand il tombe malade, c'est avec l'argent du peuple, l'argent du contribuable, qu'il passe se faire soigner à l'étranger. Mais nous, qui sommes au niveau du bas peuple,
Tu vois un peu, si on tombe malade, voilà que les hôpitaux, si nous qui n'avons pas l'argent pour aller se rendre dans les cliniques privées, comment on va faire? Nous perdons nos enfants comme ça, nous perdons les vies humaines comme ça. Si ce projet-là va propulser les Béninois, ça doit être quelque chose de consensus. Il faudrait qu'on explique aux gens à qui on veut retirer la grève l'importance de ce qu'on veut faire. Mais si vous voulez retirer quelque chose à des gens qui ne comprennent pas l'importance de la chose, je crois que ça ne peut pas marcher. Quand il y a grève, c'est la population qui souffre. Tout le monde souffre. Mais donc le président, en parlant de retrait du droit de grève, c'est normal. Et lui veut la paix pour que les choses évoluent normalement. Mais de l'autre côté, ce qui touche, c'est que c'est le seul moyen pour les fonctionnaires pour avoir gain de cause par rapport à leurs revendications. Nous connaissons un peu le système, rien ne se donne facilement chez nous au Bénin. Donc il urge que les fonctionnaires aillent en grève d'abord avant d'être écoutés. C'est ça qui fait qu'ils sont obligés d'aller en grève malgré ce qui se passe. Mais de l'autre côté, c'est que du côté du gouvernement comme du côté des fonctionnaires, il faut aller à la table de négociation. Ce n'est pas pour la première fois qu'il parle du retrait des droits de grève. Sinon, quand il a commencé, ils ont rejeté à la Cour constitutionnelle les droits de grève. Mais moi, ce que je dirais, c'est quoi? Est-ce que retirer les droits de grève, c'est ça qui règle le problème que nous avons aujourd'hui au Bénin? Donc c'est ma question. Parce que nous avons un problème fondamental. Il faut analyser. Qu'est-ce qu'ils défendent concrètement? Donc si le président peut appeler, c'est-à-dire les fonctionnaires, et ensemble, ils vont discuter, c'est-à-dire ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'ils réclament, et les mettre à l'aise d'abord, là, on peut essayer de retirer les droits de grève. Mais si il n'a pas procédé ainsi, et dit on va retirer les droits de grève, et ce qu'ils réclamaient depuis longtemps, et s'ils n'ont pas eu ça, c'est dit moi, et dit ça là, ce n'est pas trop bon. Depuis l'installation du régime en place, le constat est fait. Le président de la République, Patrice Talon, opte beaucoup plus pour la communication sur des chaînes internationales. Quelles sont les raisons qui motivent un tel choix? Quelques citoyens interrogés se sont prononcés au micro de Karine Adeniyi et de Olivier Godossou. Le chef de l'État n'a fait que traduire en acte ce qu'il a dit à l'international. Nous sommes à l'ère d'état de compétences. Je crois que les journalistes béninois ne sont plus efficaces. Et c'est déplorable quand même. Moi-même, j'ai dit, mais nous n'avons plus de journalistes qui peuvent lui faire des interviews. Ce n'est pas le canal que le président choisit qui m'intéresse. C'est ce qu'il a dit qui m'intéresse. Que le président ait choisi les chaînes locales ou traditionnelles, le message ne va pas changer. Et moi, je pense quand même que ça lui, je sais pas, ça donne plus de visibilité. Il voudrait beaucoup plus que les gens à l'international voient plus ce qu'il fait. Veut-on présenter le Bénin comme un pays où tout va bien au plan international? Nous n'allons pas aller contre ça, puisque l'image du pays nous concerne tous. Nous voulons sauvegarder cette image-là. Mais nous, sur ce sur quoi nous mettons le doigt, c'est justement pour que tout aille mieux. Nous ne voulons pas nous contenter de ce qui va. Nous ne voulons pas nous contenter de la situation actuelle. Il vaut mieux partir dans ce sens plutôt que de faire croire à l'international que tout va bien dans un pays où soi-même on dit qu'on est passé de la pauvreté à la misère. Nous avons aussi des chaînes dans notre pays dont ils peuvent chaque fois se rapprocher de ceux-là et ils peuvent s'en charger de distribuer ça avec les autres chaînes pour qu'ils publient ça à travers le monde entier. Pourquoi les Béninois ne veulent pas que ce qui se passe dans le pays soit relayé à l'international? Les Béninois n'ont-ils pas dit eux-mêmes que ce qui se passe dans le pays, que les chaînes sont caporalisées, qu'il y a des chaînes qui sont pour le chef de l'État, pro-chef de l'État, il y a des chaînes qui sont contre le chef de l'État. Sur quelle chaîne il va passer maintenant qu'on ne dise pas que ces journalistes-là, ils ont déjà été conçus par rapport à une ligne éditorialiste bien déterminée? Le chef de l'État même, je pense que sa cellule de communication doit revoir certains points avec lui parce que il a envie de transmettre un message, mais il transmet le contraire.
tout ce qu'on va faire, le Béninois va trouver toujours un indicatif. Et voilà, aujourd'hui, 23 avril, journée mondiale du livre, une date choisie par l'UNESCO pour célébrer la littérature universelle et rendre hommage au livre et à ses auteurs. Belle occasion pour revenir sur un reportage justement consacré au livre, à l'écriture et à l'écrivain béninois. Un reportage de Émeric Okupeli et de Mathias de Souza. L'Afrique noire n'est plus seulement considérée comme le berceau de l'humanité, mais elle est également le berceau de l'écriture, a affirmé François Blonde, un célèbre écrivain français. Au Bénin, cette affirmation semble avoir tout son sens quand on jette un regard sur les œuvres littéraires dans les bibliothèques du pays. On se rend compte que le Béninois écrit. L'écriture, c'est un acte volontaire, spontané et aussi inné en soi. On n'est pas écrivain qui veut. On écrit quand on a quelque chose à dire. On écrit quand on est acteur, témoin de son temps et surtout quand on est stigmatisé par les blessures de sa société. Une écriture inscrite sous plusieurs formes, visant des cibles données et abordant plusieurs thématiques. L'écrivain s'érige en éducateur, en informateur et exprime son ressentiment face à telle ou telle situation. Les thématiques varient bien d'une personne à une autre. J'écris sur ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends au quotidien. J'écris sur la fleur, j'écris sur la vie africaine de tous les jours, j'écris sur la vie des autres continents où je passe. Compte tenu de mes thématiques qui sont directement adressées à la population, compte tenu de mes histoires dans lesquelles les gens se retrouvent, je pense que tous les publics sont intéressés par mes histoires. Si, sous d'autres cieux, ne s'y aventure pas qui veut, sous nos cieux, la démocratie littéraire est observée. Au Bénin, la pluralité d'écrivains qui existent de nos jours en témoigne et soulève sur toutes les lèvres une interrogation. Qui peut être écrivain? Celui qui veut écrire, il peut être écrivain. Il n'y a pas de cahier de charge particulier pour un écrivain. C'est comme la musique. C'est pas parce que j'ai fait une école de musique que je suis artiste. Je peux faire une école de musique et ne pas être artiste. Je peux être professeur de musique et ne pas être artiste. Tout le monde n'est pas éligible à l'écriture. Il faut quand même avoir, des idées, il faut avoir de l'inspiration, il faut avoir un certain don quand même. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis un écrivain professionnel. Non, c'est pas de ça il s'agit pour moi. Mais c'est de pouvoir partager donc des informations. L'écriture, toute écriture reste une audace et un courage. Elle représente un énorme travail, a affirmé Michel Malot dans son célèbre recueil « La vie arrachée ». Comme tout métier, le métier de l'écrivain au Bénin, avec toutes les difficultés qui y sont liées, permet-elle à son homme de joindre les deux bouts? Ça ne va pas être facile pour un écrivain béninois, par exemple, là, sur la place, là, vraiment de vivre. S'il est vraiment un écrivain professionnel, ça ne va pas certainement être facile. Dire qu'un écrivain vit de ses écrits, c'est peut-être discutable. Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir un autre métier à côté. Moi, j'écris par amour. Selon les statistiques de l'UNESCO en 2016, plus de 60% des œuvres littéraires ne sont pas connues par les élèves et étudiants. L'avènement des nouvelles technologies fait déserter les bibliothèques. Un constat amer aux conséquences fâcheuses. Les gens ne lisent pas à cause de l'Internet. Et aujourd'hui, c'est ça qui freine la connaissance de nos enfants en français. Parce qu'il y a aujourd'hui les cyber qui déroutent un peu les enfants. Le lectorat béninois est en infime partie. Le Béninois n'aime pas lire. Je dirais l'Africain en général. Nous n'aimons pas lire. C'est pourquoi la plupart du temps, nos écrivains ne sont pas connus. Les artistes chanteurs sont mieux connus que les écrivains, par exemple. Ce que les Béninois lisent, évidemment, c'est le Coran, c'est la Bible. Et là encore, c'est discutable. De toutes les façons, les livres cachent toujours un petit secret, quelle que soit la couleur de leur couverture, le sujet qu'ils abordent ou encore le nombre de pages qu'ils comportent. Et c'est d'ailleurs pourquoi Francis Bacon proclame que la lecture apporte à l'homme plénitude, le discours assurance et l'écriture exactitude.
Quelques mois après le déclenchement de l'opération d'assainissement du secteur de l'enseignement supérieur privé, la situation légale des établissements supérieurs privés demeure pour le gouvernement une préoccupation. Ce soir, on s'intéresse à l'état des lieux des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Une interview de Edwige Bidosessi Binazon et de René Arrossi accordée au directeur général de l'enseignement supérieur. Il y a plusieurs étapes dans l'autorisation qu'on donne à un établissement pour exercer. Il y a d'abord la création. Il faut d'abord qu'il soit créé. Quand il est créé maintenant, il n'est pas encore autorisé à ouvrir. Maintenant, il va fournir un dossier pour demander à faire des activités dans telle filière. Et lorsque cela est accepté, on va maintenant aller voir si là où il veut faire ça là, si ça convient. Quand ça convient, on l'autorise à le faire. On l'autorise d'abord à ouvrir dans cette filière-là et également à maintenant commencer à exercer, donc à prendre des étudiants et à les former. C'est quand l'établissement qui est autorisé à exercer donc ces formations dans une filière donnée outrepasse cela et va ouvrir maintenant des filières non autorisées, qu'il y a un problème. Et si on constate qu'un établissement qui ouvre alors qu'il ne doit pas ouvrir, on ira le fermer. Fait. Et le 19 avril prochain, on va faire l'évaluation de ces examens-là pour voir ce qui n'a pas marché, pour qu'on puisse réajuster le tir. Le 24 avril prochain, nous allons, avec nos amis promoteurs, nous allons justement harmoniser les programmes de master aussi. Les étudiants sortis des universités nationales du Bénin et ceux sortis des enseignements supérieurs doivent être traités de la même manière. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que ce qu'on a de faire actuellement là aille jusqu'au bout. Aille jusqu'au bout. Et pour que nous puissions dire que l'enseignement supérieur, c'est un et indivisible. Madame, Monsieur, merci de m'avoir reçu chez vous ce soir depuis Cotonou. Je vous retourne l'antenne Inès Tassou pour la suite du journal. Merci à vous, Priscille Imelda Kouaouemé, pour cette contribution. Je vous souhaite une excellente soirée. Retour à Parakou. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de nous suivre. Bonsoir chez vous.